Véronique. Baume Emmeline. Béra Pierre. Bernard Roland. Nora. Besson Dounia. Blache Pascal. Blais Antonia. Présente. Boudot Christophe. Bouzerda Fouzia. Braillard Thierry. Broliquier Denis. Brunera Anne. Broum Richard. Burillon Carole. Chevalier Françoise. Claes Gérard. Colomb Gérard. Condemine Anne-Sophie. Bonjour et bienvenue dans ce conseil municipal de Lyon du lundi 16 mars. Au programme des débats, on évoquera notamment la délégation de services publics pour la gestion de la salle de spectacle du Transborder. Nous aborderons aussi le sujet des Qui est contre, qui s'abstient. Il en a ainsi décidé. La ville de Lyon est membre des conseils d'administration des collèges et lycées publics situés sur son territoire. Dans le prolongement du renouvellement de mandat 2014, le conseil municipal a désigné un titulaire et un suppléant au sein de ces structures. Compte tenu de l'évolution de la réglementation applicable, la ville de Lyon est amenée à désigner en complément des désignations déjà effectuées
un nouveau titulaire et un nouveau suppléant. La conférence des présidents a retenu l'intervention de M. Guillon sur ce dossier. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, ces désignations de représentants supplémentaires dans les collèges et lycées de notre ville pourraient parfaitement servir d'illustration à l'adage populaire « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Tous les espoirs étaient pourtant permis. Tout d'abord vint la création d'un secrétariat d'État à la simplification administrative, affichant la volonté politique de simplification au plus haut niveau de l'État. Vint ensuite une loi de programmation de mémoire sous le ministère de Vincent Peillon qui réduit le nombre de représentants de la commune dans les collèges et les lycées. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, me direz-vous. Ne nous réjouissons pas trop vite. Avec la mise en place de la métropole au 1er janvier dernier, nous sommes en effet amenés aujourd'hui à désigner des représentants supplémentaires dans les collèges et les lycées, donc pour faire simple, à recompliquer ce qui venait d'être simplifié. Alors même qu'avec la mise en place de la métropole, vous nous aviez annoncé plus de cohérence et de simplicité, ce qui est une simplification pour les autres est devenu pour Lyon une complication. Ce détail vous avait certainement échappé, mais peut-être n'avions-nous pas totalement tort quand nous vous disions que vous êtes allé un peu vite en besogne sur le passage à la métropole. Au-delà, ce dossier nous offre l'occasion de nous poser la question de l'utilité d'une double représentation de la ville de Lyon dans ses conseils d'administration, alors même que, faut-il le rappeler, les collèges relèvent de la métropole et les lycées de la région. Je serais d'ailleurs curieux de connaître les taux de présence de nos représentants actuels dans ces instances. J'ai la faiblesse de penser que la chaise ville de Lyon reste trop souvent vide. Je vous remercie. Merci bien. Donc, je vous propose de voter à main levée. Quelqu'un demande-t-il le vote à bulletin secret? Non. Dans ce cas-là, je vous propose la liste qui est sur vos pupitres. Donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est ainsi adoptée. Nous avons ensuite à élire donc un membre de plusieurs sociétés d'économie mixte locale, parmi lesquelles la Société anonyme de construction de la ville de Lyon. Donc, M. Richard Brome m'a fait part de son souhait de démissionner du conseil d'administration de la SACVEL. Convient donc de pourvoir à ce poste. Je vous propose la candidature de Mme Bouzerda. Devons-nous voter à bulletin secret? Non. Je vous propose cette candidature. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Il en a ainsi décidé. Nous devons maintenant procéder au remplacement de M. Olivier Brachet à la clerc. Je vous propose la candidature de M. Christophe Dercan. Y a-t-il d'autres candidatures? Devons-nous voter à bulletin secret? Non. Qui est pour cette candidature? Qui est contre? Qui s'abstient? Et nous passons aux questions du 7e arrondissement. Madame le maire, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. La première question sera présentée par Loïc Grabert, adjoint à l'urbanisme du 7e. Monsieur Grabert, vous avez donc la parole. Monsieur le maire, je vous remercie. Cette première question, chers collègues, porte sur le projet de base nautique dans le parc des Berges à Gerland. Le club de canoë-kayak Lyon-Oulin-la-Mulatière, initialement situé à la pointe de la Confluence, a été déplacé dans le parc des Berges, en aval du pont Pasteur et du nouveau pont Raymond-Barre, en face du musée des Confluences. Actuellement, la ville loue des Algeco depuis plus de 5 ans pour accueillir les adhérents et les activités. L'opportunité d'une participation de la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, est aujourd'hui avérée puisque celle-ci a inscrit la construction de cette base dans son nouveau plan Mission d'intérêt général 2013-2016. Pouvez-vous, monsieur le maire, nous donner des précisions sur ce projet en termes de contenu ainsi qu'en termes de planning? Merci beaucoup. C'est monsieur Yann Kuchra qui va vous répondre. Monsieur le maire, chers collègues, avant de répondre à la question du 7e arrondissement, je souhaiterais profiter du fait que la parole me soit donnée en début de ce conseil pour saluer la mémoire des 10 victimes du terrible accident d'hélicoptère survenu lundi dernier en Argentine. J'ai eu la chance de pouvoir leur rendre un hommage poignant à l'INSEP mercredi. J'emploie sciemment le terme de chance parce que dans un moment pareil, on a besoin d'être en famille et que je n'inventerai rien en vous disant qu'évidemment, c'est toute la famille du sport qui est endeuillée depuis le ciel argentin. Parmi ces 10 victimes, il y avait Brice Gilbert,
un professionnel très apprécié dans le petit monde des techniciens du spectacle. Il faisait partie des femmes et des hommes de l'ombre, sans le savoir-faire desquels il n'existe finalement rien de sensationnel. Brice avait 32 ans et il était lyonnais, ou plutôt devrais-je dire il est, car un lion ne meurt jamais, il dort seulement, et notre ville ne sait pas oublier ses enfants. Elle n'oublie pas non plus ses parents qui vivent toujours sur Lyon. Florence Artaud, elle a bercé ma jeunesse de ses exploits qui transpercèrent l'horizon, les mers et les océans. Cette femme, dans son domaine, restera un monument. Puisse-t-elle continuer à fendre les lignes de son regard infini pour écrire quelque chose dans les étoiles qui nous inspire la quiétude, tout comme le calme des fonds marins lui apportait certainement des réponses entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Camille Muffat était une jeune femme d'une humilité imposante qui semblait sûre de ses choix, des directions qu'elle prenait, comme ces grandes âmes qui ont parfois l'intuition que le temps de s'embarrasser est réservé à ceux qui auront le loisir de vivre plus vieux. Elle est partie heureuse d'après son compagnon, c'est une espèce de semblant de consolation. Et puis parmi les victimes qui nous sont familières, il y a aussi Alexis Vastine. Alexis était l'ami de tous les sportifs. Quand on rencontrait ce garçon de 28 ans avec sa gueule à faire du cinéma et ses démons prêts pour le pugilat, on n'était jamais loin d'être fasciné autant que sur la défensive. Alexis boxait tout le temps, et même quand il quittait le ring, même quand il songeait à raccrocher les gants, même quand il se posait des questions douloureuses, lointaines, profondes, Alexis boxait ses dilemmes sans jamais tricher. Voilà pourquoi il ne s'est jamais remis d'avoir été volé sur 2 Olympiades, et Dieu sait si je pouvais compatir à cette blessure sans cicatrice. Alexis était le copain par excellence, celui qui interrogeait tout haut la vie pour vous, celui qui se cognait dans les réponses dont il n'avait jamais peur. La France est triste d'avoir perdu 8 compatriotes. Elle est triste d'avoir perdu 3 sportifs exemplaires qui ont fait la fierté de notre pays. Nous propagerons leurs souvenirs parce qu'ils ont marqué l'histoire du sport français et je remercie vivement toutes les associations sportives lyonnaises qui unanimement leur ont rendu hommage depuis 1 semaine. Leur vie fut pleine de risques et d'audace. Elle est magnifique pour cela, elle s'interrompt déjà et leur absence ne sera pas comblée. Mais ce vide qu'ils laissent est lui déjà rempli de souvenirs exceptionnels et éternels. Sans transition, mais le cœur plus léger, je vais répondre à la question du 7e arrondissement. Cette base nautique sur les parcs des Berges prolonge la dynamique de mise en valeur de l'héritage topographique exceptionnellement riche de notre belle ville. Une ville de Lyon sportive et énergique, dans le giron de laquelle les sports de nature s'expriment en milieu urbain, en témoignent nombre d'événements sportifs sur notre territoire, dont la Lyon Kayak, la Lyon Free VTT ou encore le Lyon Urban Trail. La vocation de ce projet de base nautique est de faciliter la pratique du canoë-kayak sur notre territoire, mais aussi de rendre plus agréable à vivre et plus fonctionnel des locaux quelque peu rongés par le temps. Moderniser un équipement qui a toujours aujourd'hui se compose de bungalows provisoires et de conteneurs devrait nous permettre d'accueillir 110 bateaux. Une jauge très confortable pour le développement de cette activité. Nous sommes encore dans la phase d'élaboration du permis de construire, mais celui-ci devrait être déposé au cours de l'été 2015. Le démarrage des travaux commençait à la fin de l'année et l'équipement livré à l'été 2016. Nous pouvons aisément imaginer que le bâtiment possède un espace convivial et administratif pour la bonne gestion du club. Le site en extérieur inviterait lui à des aménagements ouverts. L'espace d'accueil ouvrira classiquement sur des bureaux et une salle de réunion. On trouvera ensuite des espaces vestiaires en relation directe avec une salle de musculation et avec le stockage des bateaux afin de faciliter les flux et l'organisation interne de l'équipement. Au niveau architectural, nous n'oublierons pas le dynamisme singulier du lieu, la rencontre du Rhône avec la Saône, et nous nous efforcerons de la valoriser. De la même manière, la dominante végétale du parc de Gerland devra être fortement intégrée dans le projet global. Tout le projet repose sur une démarche éco-responsable. Il a pour ambition de répondre aux préoccupations actuelles en matière de développement durable par une approche biomécanique, un recyclage efficace, une isolation thermique, des choix énergétiques pertinents, le recours aux différentes énergies renouvelables, une qualité de l'air, une consommation électrique maîtrisée, une récupération des eaux fluviales. La ville de Lyon s'investira dans le projet à hauteur de 350 000 €. La Compagnie nationale du Rhône, qui souhaite mettre en avant son historique d'aménageur des territoires au bénéfice des collectivités et des riverains, dans le respect du développement durable et dans l'exigence d'une politique de responsabilité sociale des entreprises exemplaires, injectera, elle, 600 000 €. Ce partenariat public-privé répond ainsi au contour du modèle lyonnais voulu par Gérard Collomb. Cette installation bénéficiera au plus grand nombre puisque, au-delà du club utilisateur, les scolaires y auront accès. Nous avons donc tous hâte déjà de voir cette base nautique sortir de terre. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Madame le maire, deuxième question. La deuxième question sera posée par la première adjointe, Madame Aït Maten. Merci. Merci Madame la maire, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Cette question porte sur le projet Passerelle d'Habitat Humanisme. La dynamique d'innovation sociale est une des caractéristiques de l'action d'Habitat Humanisme. L'immeuble Chorus, réalisé impasse Prosper Chappet, en est un exemple. Aujourd'hui, Habitat Humanisme annonce son nouveau projet d'habitat modulable, Passerelle, sur le site de son siège social, rue Mathieu Vary, dans le 7e. Pouvez-vous, Monsieur le maire, nous donner des précisions sur ce nouveau projet, sur les procédures d'urbanisme opérationnelles qui le concernent et nous dire en quoi il est innovant en termes de logement provisoire? Je vous remercie. Merci bien. C'est Monsieur Le Faou qui va répondre. Oui, Monsieur le maire, Madame le maire du 7e arrondissement, mesdames et messieurs, mes chers collègues, votre question m'amène à une réponse qui engage la ville de Lyon sur plusieurs aspects, et notamment la question du logement et du mal-logement, ainsi que la question de l'innovation et du développement durable. Nous connaissons depuis fort longtemps l'engagement du père Bernard Devers et d'Habitat et Humanisme pour le logement des plus démunis. Le partenariat avec la ville de Lyon est étroit depuis de nombreuses années. Nous avons toujours soutenu les actions et innovations sociales d'Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme a développé plus de 540 logements conventionnés sur la ville de Lyon depuis 2001 et plus de 680 si l'on tient compte des différentes émanations d'Habitat et Humanisme. Je pense notamment à Entreprendre pour humaniser la dépendance et à une autre structure qui s'appelle la Pierre Angulaire. Ces logements sont, selon les opérations, des logements familiaux ou des résidences sociales. Je pense notamment à des projets qu'a pu réaliser Habitat et Humanisme au 300 avenue Jean Jaurès sur le 7e arrondissement, mais aussi à la Confluence avec des logements au sein du Monolithe. Et d'autres projets sont en cours. Habitat et Humanisme a acquis sous la forme d'un bail amphithéotique 2 immeubles propriétés du CCAS de Lyon, à savoir l'immeuble situé le 246-248 rue Garibaldi pour la constitution de 51 logements en CHRS et 43 logements classiques en PLUS, PLAI et PLS. Et enfin, une dernière opération au 1 bis du Repos dans le 7e arrondissement pour 33 logements. Dans le cadre du partenariat avec la ville, il a également acquis un logement Ville de Lyon au 43 rue de la Charité dans le 2e arrondissement et la maison Boiron au 40 rue Germain dans le 6e arrondissement pour permettre la création de 2 logements. Pour revenir à la question de Madame le maire du 7e arrondissement, nous avons inauguré l'an dernier le projet d'habitat intergénérationnel de la rue Prosper Chappet qui accueille des étudiants, des personnes âgées et des ménages monoparentaux dans un esprit de partage et d'entraide entre générations et origines sociales différentes. Voilà à nouveau une belle expérience, sans compter les autres lieux d'accueil d'urgence ou pensions de famille, où des personnes malmenées par la vie trouvent chaleur humaine et opportunité pour se reconstruire, et nous marchons donc ensemble sur le même chemin pour accompagner Habitat et Humanisme dans cette démarche. C'est pour cette raison que nous avons toujours soutenu les projets qui nous ont été présentés, même s'il est parfois pas facile de faire passer ces projets au filtre des contraintes réglementaires et administratives qui sont le contexte réglementaire du logement en France. En effet, effectivement, il faut bousculer les contraintes administratives pour obtenir des agréments pour des logements sociaux en colocation, par exemple. Et les questions qui se posent sont les suivantes. Quel agrément et quel financement pour un nombre de personnes logées ou bien un nombre de logements ou pour des logements conventionnés et des places d'hébergement? Enfin, en fonction de ces catégories, le Code de la construction et de l'habitat est très strict en la matière et je vous passe toutes les questions techniques et administratives qu'il faut régler pour financer et agréer ces opérations.
Pour mémoire, la ville de Lyon avait subventionné l'opération de la rue Prosper-Chappet à hauteur de 102 000 € et le Grand Lyon et la région avaient aussi soutenu cette opération. C'est pour cela que je tiens à souligner aujourd'hui que c'est avec la force de notre volonté politique que nous pouvons faire naître ces innovations. Le programme de la passerelle dont nous parlons aujourd'hui prévoit la création de 9 logements pour 309 m² de surface de plancher sur un terrain mis à la disposition par bail de la métropole et accueillant actuellement les bureaux d'habitat et humanisme. Ce foncier sera donc à cette occasion légèrement densifié. L'opération est fort bien située, près des lignes fortes de transport en commun et de toutes les commodités. Le projet d'émergement élaboré par Habitat et Humanisme propose une solution pour 12 personnes jeunes de moins de 30 ans en situation de précarité, rencontrant des difficultés d'accès au logement et à une période charnière de leur parcours de vie. Des personnes qui ont besoin d'un émergement dans l'attente de l'attribution d'un logement et qui bénéficieront d'un accompagnement social leur permettant d'accéder à un logement définitif dans les 6 à 18 mois suivant leur accueil. Cette opération qui place en priorité l'humain au cœur de l'habitat, avec l'accompagnement, le soutien moral et matériel qu'apporte Habitat et Humanisme. C'est aussi le principe du financement de l'État pour ce type de structure, via l'allocation de logements temporaires qui alloue une subvention de fonctionnement pour l'accueil et l'accompagnement des personnes, allocation versée à une structure accueillante qui doit être agréée par l'État. Je souligne ici ce point car effectivement, il est important de comprendre que ces structures existent dans un cadre réglementaire précis et obtiennent un soutien au fonctionnement, mais pour la construction en elle-même et l'investissement, c'est tout autre chose. C'est sur ce second aspect que je souhaite en venir. En effet, la question évoquée tout à l'heure, celle du logement, la question du coût et des financements. L'opération de la passerelle innove donc à tout point de vue. C'est à la fois un habitat modulable, en parfaite adéquation avec nos préoccupations très actuelles du développement durable, et c'est un habitat économe, parce qu'il est économe en foncier, puisqu'on utilise une parcelle déjà construite, et c'est aussi une économie en coût de construction. Nous sommes ici au cœur des enjeux de notre société. En ce qui concerne les finances, nous savons que si nous soutenons les actions d'habitat et humanisme, nos moyens contraints et la réglementation en vigueur ne nous permettent pas de soutenir totalement le développement de ces projets innovants qui ne sont pas dans notre champ de compétences. Aussi, Habitat et Humanisme, fort de ses expériences passées, a comme beaucoup œuvré en s'appuyant sur le partenariat public-privé et a aussi été très novateur en la matière en impliquant tout le monde, chacun selon ses compétences et ses moyens, et cela fonctionne. Et cette fois-ci, c'est une innovation financière qui vient soutenir ce projet via la collecte de fonds privés. En effet, Habitat et Humanisme a mis en œuvre un fonds qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank pour ceux qui en ont les moyens et qui peuvent soutenir le projet. Alors voilà, il manque aujourd'hui un petit peu plus de 27 000 € pour financer cette opération. Et Habitat et Humanisme en a déjà récolté 10 000 € et je ne doute pas qu'à ce point de l'opération, que le bouclage financier aboutisse avec la générosité de tous ceux qui se sentent concernés par la question du mal-logement. Pour autant, je voudrais conclure en disant que nous n'abandonnons pas la question du logement à la pure générosité de nos concitoyens. En notre qualité de collectivité responsable, nous mettons tout en œuvre pour résoudre au mieux les questions qui se posent, que ce soit en matière de développement d'offres locatives ou en accession à des prix abordables. Nous en avons déjà débattu récemment dans cette Assemblée. Nos objectifs sont ambitieux et nous souhaitons nous appuyer sur toutes les bonnes idées et innovations en la matière. Merci. Merci beaucoup. Troisième question, Madame le maire.
Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, la troisième question est relative aux modalités d'accueil des enfants en projet d'accueil individualisé aux activités périscolaires. Tous les conseils de vie périscolaire des écoles du 7e arrondissement se sont tenus entre décembre et février. À cette occasion, de nombreuses familles ayant un enfant en PAI, essentiellement pour allergie et asthme, nous ont fait part de leur souhait d'inscrire leur enfant aux activités du vendredi après-midi. Elles nous ont demandé comment leur enfant pourrait y être accueilli en toute sécurité et avec prise en compte des particularités de leur PAI. Aussi, nous vous remercions de nous détailler les dispositions mises en œuvre par la ville de Lyon pour accueillir ces enfants allergiques ou asthmatiques en toute sécurité. Madame Bruniera. Oui, Madame la maire du 7e arrondissement. Effectivement, de nombreux conseils de vie périscolaire se sont réunis depuis décembre dernier, 102 en tout, sur la ville de Lyon. Et lors de ces réunions, les parents d'élèves ont pu exprimer leurs opinions, faire des propositions et poser toutes les questions qu'ils souhaitaient aux animateurs des accueils de loisirs au sujet des nouveaux temps périscolaires. Votre adjoint à l'éducation m'a effectivement rapporté que dans plusieurs conseils de vie périscolaire du 7e arrondissement, des parents avaient exprimé à la fois leur inquiétude sur la sécurité de l'accueil périscolaire pour leurs enfants souffrant d'asthme ou de polyallergie, mais aussi leur envie d'inscrire leurs enfants au vendredi après-midi. Ces parents connaissent déjà notre action pour accueillir leur enfant sur le temps scolaire comme sur le temps de la cantine, en toute sécurité grâce à un PAI. Le PAI, c'est le projet d'accueil individualisé. Il répond aux besoins des enfants atteints de maladies de longue durée. Il est rédigé à la demande de la famille qui confie au service médical scolaire tous les éléments médicaux utiles. Le médecin scolaire tient compte du contexte de l'accueil de l'enfant et y adapte les recommandations médicales en lien avec le médecin traitant de l'enfant. Le PAI rassemble les informations nécessaires à la prise en charge de l'enfant sur tous ses temps d'accueil. Les coordonnées de la famille, du médecin traitant, les signes d'alerte, la conduite à tenir, les précautions à prendre, les modalités d'accueil au restaurant scolaire si besoin, ce qui est très important bien sûr pour les enfants allergiques, mais aussi le contenu et le lieu de rangement de la trousse d'urgence personnelle de l'enfant. Les signataires du projet d'accueil individualisé sont les parents et tous les membres de la communauté éducative responsable de l'accueil de l'enfant. Chacun reçoit une copie de ce projet et doit l'appliquer. Aussi bien le directeur de l'école que l'enseignant de l'enfant, le médecin scolaire, l'infirmier. Le projet d'accueil individualisé favorise l'assiduité scolaire de ces enfants qui souffrent de longues maladies et permet aux membres de la communauté éducative de veiller aux besoins particuliers des enfants, d'intervenir en cas d'urgence et d'administrer des médicaments si nécessaire. Il sécurise complètement l'accueil de l'enfant à l'école. Pour l'année scolaire 2013-2014, les médecins scolaires de la ville de Lyon ont rédigé 1329 projets d'accueil individualisés, 80% des enfants concernés déjeunent au restaurant scolaire. Les pathologies les plus représentées sont l'asthme pour 44%, les allergies alimentaires pour 30%, les diabètes pour 3% et les épilepsies pour le même taux. Depuis cette rentrée et la mise en place des accueils de loisirs, le directeur de l'accueil de loisirs a été intégré complètement à la communauté éducative et donc au projet d'accueil individualisé de l'enfant. Le directeur d'accueil de loisirs a informé à son tour les animateurs et plus particulièrement l'animateur qui encadre l'enfant concerné de ses besoins. Le projet d'accueil individualisé, la trousse d'urgence individuelle de l'enfant le suivent dans tous ses déplacements, même en dehors de l'école, si besoin. Tout au long de l'année, l'infirmier et le médecin scolaire sont à disposition des animateurs pour répondre à leurs questions, organiser des démonstrations, des entraînements, notamment à l'auto-injection d'adrénaline. Quand ils sont présents, ils participent aux soins. L'infirmier scolaire suit les dates de péremption des trousses d'urgence individuelles comme de la trousse d'urgence collective de l'accueil de loisirs qui est prévue dans chaque accueil. Et enfin, notre conseiller médical municipal est intervenu dans les groupes d'appui qui réunissent par territoire tous les directeurs d'accueil de loisirs pour présenter les modalités d'intervention en cas d'urgence.
Tout directeur d'accueil de loisirs peut joindre ce conseiller à tout moment. Des documents de référence ont été rédigés, comme par exemple des protocoles d'appel du 15 ou des logigrammes en cas d'urgence. En conclusion, nous avons, dès la rentrée, décliné nos protocoles d'accueil des enfants que nous disons à besoins particuliers sur les accueils de loisirs. Nous avons mis en place des formations, des protocoles de prise en charge et des procédures d'urgence pour les directeurs d'accueil de loisirs. Ils sont en lien permanent avec nos équipes médicales, municipales, pour adapter l'accueil et pour agir en toute sécurité pour l'enfant. Les enfants atteints d'asthme ou d'allergie sont donc accueillis en toute sécurité les vendredis après-midi, comme ils le sont durant le temps scolaire et durant le temps de la pause méridienne. Je vous remercie. Merci bien. Nous allons passer maintenant aux différents rapports. C'est d'abord Madame Aytmaten qui commence. Merci, Monsieur le maire. Avis favorable de la Commission sur cette subvention en faveur de la Fondation Armée du Salut pour la prestation complémentaire qu'elle apporte au restaurant social pendant les jours fériés et week-ends. Je vous remercie. Merci bien. Donc je mets ce rapport aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Nous avons ensuite Monsieur Le Faou. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, donc avis favorable de la Commission pour la signature de cette convention avec la métropole pour la mise en place du logiciel Carte ADS visant donc à mutualiser un certain nombre d'actions et d'automatiser notamment la production des certificats d'urbanisme par le biais de la mise en place de ce nouveau logiciel et ainsi, par le biais de cette mutualisation, nous allons réaliser une économie de 7 000 € par an. Donc en conclusion, je pourrais vous dire que la ville va faire mieux pour moins cher et plus rapidement en automatisant tout le processus de production des certificats d'urbanisme. Merci bien, Monsieur Broliquier. Merci, Monsieur le maire. Faire mieux pour moins cher, c'est ce que nous vous demandons régulièrement. Et en l'occurrence, ce rapport va le permettre d'économiser plusieurs milliers d'euros. Nous allons donc le voter et nous le voterons même avec plaisir. Mais ce dont je voulais vous parler aussi à propos de planification, c'est d'une autre planification, celle des investissements. Cela fait 12 mois que vous êtes réélu et encore après 2 mandats exercés et que vous faites traîner en longueur la PPI. Des mois maintenant que nous demandons un débat et des discussions sur la programmation pluriannuelle des investissements que l'on ne voit toujours pas venir à l'ordre du jour du conseil municipal. Ce n'est pas faute de vous solliciter pourtant et toujours, nous avons auprès de vous-même, auprès de vos collaborateurs, la même réponse. Attendez, les arbitrages ne sont pas faits. On attendait la PPI pour le mois de décembre, on l'a attendu pour le mois de février, on l'attend pour le mois d'avril et on nous dit maintenant que peut-être nous aurons une réponse en mai ou en juin. Or, il semblerait que les arbitrages soient bel et bien arrêtés. Nous en avons appris certains, et pas des moindres, par voie de presse lors du compte-rendu de l'Assemblée générale des comités d'intérêt locaux la semaine dernière qui sont tenus dans les locaux de la métropole à Lyon. C'est une nouvelle illustration des critiques formulées par la Chambre régionale des comptes sur la méthode d'élaboration du budget et le déficit d'information des élus. Je cite certains de vos propos rapportés par la presse. L'essentiel sera affecté à la gare de la Part-Dieu. À Perrache, nous ferons des améliorations de desserte ferroviaire en direction de Saint-Étienne. Nous concentrerons nos efforts sur des travaux engagés sur la voûte entre la place des Archives et la place Carnot. Et je pourrais en citer d'autres. Envolé donc visiblement le grand projet de requalification du centre d'échange, tout comme d'ailleurs celle de la rue Victor Hugo. L'anneau des sciences aussi semble devoir être relégué au rayon des promesses non tenues. Et encore, ce n'est là que le début des renoncements. Que d'économies effectivement en perspective. Mais alors, à quoi bon augmenter les impôts? Avez-vous à ce point mal anticipé pendant le mandat précédent la baisse des dotations de l'État, pourtant annoncée de longue date? Ou bien, on est bien loin de vos si nombreuses promesses électorales? Les choix qui se dessinent auraient dû être le résultat d'une concertation démocratique associant tous les conseillers municipaux, de manière à dégager une véritable vision prospective et partagée. Il eût été cohérent, responsable, plus transparent aussi de voter ce programme au moment de la séance budgétaire. Vous allez dire que c'est en raison de la métropole et de la mise en place de la métropole que vous avez pris ce retard, mais rien n'empêche de réajuster la PPI au fil de l'eau.
Et puis, comment se fait-il que vous teniez compte de la métropole pour les investissements et pas pour les impôts? Souvenez-vous des observations, encore une fois, du récent rapport de la Chambre régionale des comptes sur ce point. Votre attitude illustre surtout pour nous deux choses. Un, l'investissement, plutôt que de vraies réformes structurelles, va malheureusement être la variable d'ajustement des équilibres budgétaires. Et deux, vous vous enfermez encore un peu plus chaque jour dans l'exercice solitaire du pouvoir. Permettez-moi de vous réitérer deux des questions posées dans la lettre ouverte qui vous a été adressée la semaine dernière. Pourquoi tant tarder à annoncer votre PPI alors que tout semble déjà bouclé? Et quelle place laisserez-vous au débat démocratique pour les investissements à venir? Je vous remercie de vos réponses. Merci beaucoup, Monsieur Havard. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, je note tout l'intérêt de ce logiciel pour la ville de Lyon et pour les citoyens, puisque si j'ai bien compris ce qu'a dit Monsieur Le Fahul lors de l'Assemblée générale de l'Union des comités d'intérêt locaux, nous pouvons espérer, dans un avenir proche, une mise en ligne des autorisations d'urbanisme et des permis de construire délivrés. C'est un premier pas vers une transparence plus affirmée pour nos concitoyens et c'est tant mieux. Mais ce qui serait bien, c'est que la transparence soit complète, Monsieur le maire. Et force est de constater que vous en êtes encore loin. Et je vais vous relater et vous demander un peu d'attention un épisode récent, mais qui est grave, Monsieur le maire, et qui doit appeler de votre part une réaction immédiate. Nous vous avions demandé, il y a déjà quelque temps, par l'intermédiaire de Stéphane Guillan, lors d'une commission urbanisme, que nous soient transmis les données chiffrées qui avaient permis au gouvernement de déterminer les quartiers prioritaires. Résultat, rien. Lors du débat sur le logement social que nous avons eu dans cette enceinte et dans celle de la métropole de Lyon, nous vous avions renouvelé la demande de pouvoir bénéficier de la cartographie IRIS pour mieux déterminer les secteurs de la ville dans lesquels nous étions au-dessus des 25% de logements sociaux que la loi exige. Nouveau refus de votre part. Lors de la dernière commission des finances, lors de la présentation des délibérations portant sur des garanties d'emprunt en matière de logement social, Laurence Ballas a demandé à ce que nous soit transmise une cartographie des logements sociaux îlot par îlot, de façon à bien mesurer ce qui nous est présenté et l'impact de ces délibérations. Monsieur Broom, sincèrement, je pense, nous a dit qu'il nous transmettrait l'information. J'avoue que j'étais surpris de cet engagement, sachant que cette demande que nous avions déjà formulée était restée sans suite. La demande a bien été faite par M. Broom à votre cabinet, mais ce dernier a refusé ce que M. Broom nous a indiqué par l'envoi d'un mail. Malheureusement, l'informatique est parfois cruelle. Et dans le mail que nous avons reçu, nous avons eu droit à l'ensemble de l'échange entre votre cabinet et M. Broom. Et là, quelle ne fut pas notre stupeur lors de la lecture de la phrase « Vu avec le cabinet du maire, il n'est pas souhaitable de communiquer ce doc ». C'est cela que vous appelez de la transparence? Le motif avancé est celui de la non-mise à jour de ce document depuis 2007, c'est-à-dire que l'on